Pour chanter Veni Creator, il faut avoir chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut avoir chasuble d'or. Nous entrissons au grand de l'Église, mais nos pauvres cannes n'avons pas de chemise. C'est nous les cannes, nous sommes connus. Bonjour, nous sommes le 3 novembre 2025 dans la mairie de Lannoy et nous allons commencer une nouvelle vidéo sur la monarchie de Juillet dans le cadre plus général de la France et l'Europe de 1815 à 1848. Pour commencer, je voulais vous parler de ce livre. Ça a été écrit par Hubert Védrine, c'est sur les diplomates du monde. Et à propos de Talleyrand, vous vous souvenez que j'avais eu, pas une polémique, mais moi j'avais dit que quand Talleyrand, au congrès d'Erfurt, à propos de Napoléon, disait au tsar Alexandre qu'il fallait cadrer Napoléon, parce que si on le laissait faire, il allait mettre la guerre à l'Europe, je ne considérais pas que c'était une trahison, parce que Talleyrand faisait ça dans un souci de paix européenne. Et à gauche, il y avait Bernadette, qui disait qu'elle considérait que c'était une traîtrise. Mais je dis, mais elle avait tout à fait le droit de penser ça. Talleyrand s'est permis de dire au tsar, attention avec Napoléon, si vous le laissez faire, ça va être la guerre partout, donc il faut le cadrer, il faut le verrouiller. Est-ce ou non une traîtrise? Il faisait ça pas pour son intérêt personnel, Talleyrand, mais dans l'intérêt de la paix de l'Europe. Donc moi je ne considère pas que c'était vraiment une trahison. Et j'ai lu dans ce livre sur les diplomates, la phrase suivante. Alors c'est l'auteur qui a écrit sur Talleyrand, c'est un historien, hein, Charles-Éloi Vial, a écrit en page 118 de ce livre: à l'issue d'un quart de siècle où les anciens systèmes d'alliance avaient volé en éclats, il s'était fait un champion, alors il parle de Talleyrand, un champion de l'équilibre, peut-être parce qu'il avait dû servir pendant des années la démesure faite homme, c'est-à-dire Napoléon, la démesure faite homme. Sa réputation de traître semble elle-même grossie par ses ennemis, ce partisan forcené de la paix européenne ayant simplement tourné le dos à tous ceux qui recherchaient la guerre. Je suis content de voir que l'historien réhabilite un peu Talleyrand en disant c'est pas un traître, c'est quelqu'un qui cherchait la paix. Évidemment, avec Napoléon, c'était compliqué. C'est un petit peu ce que je voulais dire. Voilà, il le dit mieux que moi et je tenais à le signaler. Voilà. Alors, nous revenons maintenant à la monarchie de Juillet. Nous avions vu les fois précédentes les graves conflits sociaux qui avaient émaillé les années 1830, 1831, 1832, avec la révolte des Canuts, on va peut-être en reparler, et on avait vu que les premiers qui avaient parlé de progrès social étaient les catholiques qui avaient développé un socialisme chrétien. Hein. C'était bien de le signaler avec Félicité de Lamennais, Henri Lacordaire et Charles de Montalembert. Donc on avait présenté ces jeunes hommes, et maintenant nous allons aborder l'opposition au régime. Parce que Louis-Philippe est un roi qui est censé arriver en France pour établir une sorte de consensus national, un roi constitutionnel, et on va voir que ce n'est pas aussi évident que ça, et que finalement, lui aussi va avoir des oppositions violentes au sein de son régime. Il ne suffit pas de dire « je veux la paix » pour que la paix arrive. C'est ça le drame de la politique. Hein, voilà. Alors une triple opposition au régime. D'abord, on avait vu que Casimir Périer, qui était le grand premier ministre de Louis-Philippe, est mort tôt à cause d'une maladie, c'était le choléra. Et trois hommes forts lui succèdent au deuxième gouvernement, c'est Thiers, Adolphe Thiers, Guizot, François Guizot, et le duc de Broglie. On disait de Broglie, mais on dit Broglie, on prononce Broglie, c'est Broglie, oui. On dit Broglie, oui. On dit qu'ils étaient Casimir Périer en 3 personnes. Mais on va voir aussi que même si ces hommes politiquement sont la différence entre les trois, c'est pas facile à trouver. Ce sont des modérés, favorables à une monarchie constitutionnelle, aux libertés individuelles, mais à l'ordre social avant tout. Ils n'ont pas beaucoup de différences politiques. En revanche, les rivalités personnelles vont être violentes et ça va être aussi le destin de la politique, hein, de faire en sorte que les hommes s'affrontent, même quand politiquement ils sont d'accord entre eux. Et parfois, c'est ceux qui sont le plus d'accord entre eux qui s'affrontent le plus.
Alors ce régime ne manque pas d'adversaires. Il y a les légitimistes qui sont pour une dynastie des Bourbons et non pas des Orléanistes, des Orléans. Il y a les bonapartistes qui veulent un retour, sinon de l'Empire, disons d'une dynastie de Bonaparte, et les républicains qui, depuis la Révolution, sont fidèles à l'idéal républicain de 1792, 13, 14. Il faut voir à quel moment vraiment on a parlé de république. Le premier qui en avait parlé d'ailleurs, c'était pas Robespierre, c'était Condorcet. Alors les légitimistes, il se trouve que ces gens-là ont un candidat, et ce candidat, c'est Henri d'Artois, qui est le petit-fils de Charles X. On avait vu que, alors Henri d'Artois, on le connaît mieux sous le nom de comte de Chambord, et s'il avait été roi, il serait devenu Henri V, parce que les derniers Henri, avant lui, c'était Henri IV. Voilà, donc c'était sympa de l'appeler Henri V. Alors, d'où vient ce Henri d'Artois ? On se souvient que lorsqu'il a eu l'assassinat du duc de Berry en 1820, c'était le 13 février 1820, l'épouse du duc de Berry était enceinte, attendait un enfant. Cet enfant était un garçon et il est né après la mort de son papa. C'est ce fameux comte de Chambord. Au départ, il s'appelait le duc de Bordeaux, ici. Mais la maman, qui était, alors Marie-Caroline, de mémoire, ça va revenir dans le texte, trouvait que duc de Bordeaux, ça faisait trop légitimiste, style ultra-royaliste, et c'est elle qui a trouvé que le comte de Chambord, c'était beaucoup plus doux, ça passerait beaucoup mieux dans la nouvelle monarchie constitutionnelle. Et pourquoi comte de Chambord ? Parce que les royalistes, à la naissance de cet enfant, lui ont offert le château de Chambord. On le voit ici, c'est magnifique, c'est un des plus beaux châteaux de France, voire du monde. Et ils lui ont offert par une souscription. Alors c'est au bord de la Loire, ça fait partie, avec Azay-le-Rideau, tout ça, ça fait partie des magnifiques chenonceaux des châteaux de la Loire. C'est dans un parc forestier immense. Et là, j'ai tenu à mettre la photo parce que c'est beau avec les reflets sur la Loire. Voilà. C'est une souscription entre royalistes, pas forcément des nobles, qui ont finalement, pour 1,5 million, racheté le château à l'État. Il appartenait à l'État, voilà. Et ce château était plus un symbole de la Renaissance qu'un symbole de la restauration monarchique. Donc ça passait bien en termes de symbole. Et c'est comme ça que la maman a dit on va l'appeler le comte de Chambord. Il est né en 1820, donc c'est la date de la mort de son père, et il est mort en 1883. Et alors le problème de ce comte de Chambord, c'est qu'il incarnait finalement l'espoir des royalistes légitimistes, mais lui-même n'avait pas du tout le caractère d'un politique. Le Chateaubriand disait de lui, c'est un prince honnête mais renfermé dans le passé. Ce comte de Chambord était un homme qui était assez agréable dans le quotidien. Par exemple, on dit qu'il traitait bien ses domestiques, il leur parlait avec beaucoup d'affection. Donc c'était un homme qui n'était pas hautain, comme Charles X, son grand-père. C'est un homme qui était plutôt proche de ses convictions religieuses, qui était accessible, qui avait une véritable foi et beaucoup de principes. Il était doux et aimable, mais il était figé dans une posture distante parce qu'il se considérait l'héritier d'une monarchie, il n'y avait rien à négocier. C'était le contraire d'un politique. Il était trop rigide, trop figé dans ses convictions. Il ne pouvait pas incarner l'hypothèse d'un retour à la dynastie des Bourbons. C'est ce qui a fait un peu le désespoir par la suite des légitimistes. C'était pas un bon candidat, en gros, pour restaurer, à l'époque on en parlait encore, la dynastie des Bourbons. Alors sa maman, voilà, duchesse de Berry, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile. C'était une Bourbon d'Italie qu'on avait proposée au duc de Berry en mariage parce qu'elle avait une maîtresse anglaise et les enfants de la maîtresse anglaise ne pouvaient pas être des héritiers du trône royal. Pour avoir de vrais héritiers, on lui a demandé d'épouser Marie-Caroline, c'est ce qu'il a fait, et donc il a eu ce fils qui va devenir le comte de Chambord. Mais Marie-Caroline de Bourbon-Sicile a des velléités de retour au pouvoir et elle veut absolument mettre son fils sur le trône. Elle n'accepte pas l'hypothèse de la dynastie d'Orléans. Elle est contre la résolution des Trois Glorieuses qui voit arriver Louis-Philippe comme futur roi de France. Le roi citoyen, le roi bourgeois. Elle est en Italie et que fait-elle ? 2 ans après, en avril, du 28 au 29 avril 1832, avec un bateau à vapeur. C'est intéressant, c'est un des premiers usages du bateau à vapeur.
crois que c'était comme des gros bateaux à voile, mais ils avaient des roues à aubes sur le côté qui les faisaient avancer. Elle fait du cabotage, elle quitte l'Italie et elle arrive à Marseille d'abord. Son idée était d'aller en Vendée, sous un déguisement d'ailleurs, pour soulever les Vendéens royalistes qui étaient restés un terreau royaliste, en disant on va soulever la population, on va arriver à convaincre des garnisons et on va renverser le régime de Louis-Philippe. Donc c'était quand même un projet assez agressif. De Marseille, sous un déguisement, elle arrive, elle passe par Clermont-Ferrand et Limoges, donc elle est passée pas très loin d'ici, peut-être passée par la Noailles, peut-être passée par la Noailles. Il faudrait demander à Nadine s'il y a eu le trajet de la duchesse de Berry. Son idée, c'est de créer un soulèvement vendéen pour faire proclamer son fils Henri V. Hélas, pour la duchesse, les populations locales vendéennes, alors les pauvres, en 93, elles ont subi un véritable génocide. On a peu parlé de ce qui s'est passé en Vendée, mais aujourd'hui, quand même, pas mal d'historiens osent le mot de génocide vendéen sur des fonds de républicanisme révolutionnaire, mais enfin, ça a été d'une violence extrême ce qui s'est passé en Vendée. Voilà, sur fond de déchristianisation du pays aussi, parce que les prêtres étaient les premiers visés dans cette entreprise. Bon, donc les Vendéens qui ont déjà payé cher, il faut relire Balzac, d'ailleurs Les Chouans, c'est son premier roman à Balzac, qui ont déjà payé cher leurs rébellions du temps de la Révolution. Et je vous renvoie il faut arriver à le revoir, je pense que sur YouTube on peut le trouver. C'était Les Compagnons de Jéhu, oui, un excellent feuilleton. Hein, je l'ai retrouvé. Ah oui. Alors écoute, je l'ai. Tu l'as? Oui, je l'ai. Mon frère me l'a. Les Compagnons de Jéhu, c'était 6 ou 7 épisodes en noir et blanc. C'est vraiment excellent. C'est la télévision comme on l'aime, avec de vrais dialogues, une vraie réalité historique, des problématiques humaines très fortes. Non, c'est vraiment bien. Et puis on voit vraiment ce qu'a été la guerre de Vendée, quoi. La guerre de Vendée avait été d'une telle violence que finalement la population est beaucoup moins enthousiaste qu'à l'époque révolutionnaire. Et puis les chefs royalistes sont divisés surtout et mal armés. Ils ne sont pas prêts à partir en guerre à nouveau contre la monarchie de Juillet. Il y a eu quelques escarmouches entre Nantes et La Roche-sur-Yon, mais qui ont été vite dispersées par l'armée royaliste. L'armée, finalement, de Louis-Philippe est arrivée à juguler à la fois les révoltes républicaines à Paris et royalistes en Vendée. La duchesse de Nantes est finalement arrêtée sur trahison. Quelqu'un dit où est-ce qu'elle se cachait. On la renvoie en Italie en juin 1833. Et puis ce sera la fin provisoire des velléités légitimistes en France. On passe aux bonapartistes. Alors là, c'est pas triste non plus. Les bonapartistes étaient restés fidèles d'abord au fils de Napoléon, qu'on appelait le roi de Rome, et qui était le petit-fils de l'empereur François Ier. Parce que rappelez-vous, Napoléon avait épousé Marie-Louise d'Autriche en second mariage, et elle avait fait un enfant qu'on avait appelé le roi de Rome, et le grand-père François Ier, qui était donc l'empereur d'Autriche, François Ier, l'avait fait duc de Reichstadt. Mais ce jeune prince a une santé fragile et il meurt de la tuberculose en 1832. Donc il ne peut plus être l'héritier de la dynastie des Bonaparte. C'est ainsi que, de fil en aiguille, on va arriver au neveu de Napoléon, fils de Louis Bonaparte. Louis Bonaparte était le petit frère de Napoléon. Il avait un fils qu'on a appelé Louis-Napoléon, et c'est lui qui va devenir le champion, en quelque sorte, des bonapartistes. Pourquoi est-on arrivé à lui? Parce que son frère Louis, c'est quand même le 4e de la famille. On aurait pu penser, parce que comme c'était par ordre d'aînesse, enfin d'ancienneté, on aurait pu penser qu'il avait avant lui d'autres neveux bon, Napoléon n'a pas eu... Le fils de Napoléon est mort, donc on ne cherche plus dans la lignée de Napoléon, on cherche sur ses frères. Alors le grand frère Joseph, lui, est parti en Amérique. Il a été traumatisé par son expérience espagnole, puisqu'il s'est sauvé 2 fois de Madrid, en 1808 et je ne sais plus en quelle année, enfin c'est à l'époque de la guerre d'Espagne. Il a 2 filles, en plus il n'a pas de garçon, et il ne veut plus du tout parler de politique. Lui, c'est hors de question qu'il revienne sur une dynastie bonapartiste. Lucien le deuxième, d'abord il a des convictions républicaines, il persiste à être contre l'Empire,
Et pour des raisons conjugales, il est l'époux d'une roturière qu'il aime. Il est en bisbille avec son cadet qui est Napoléon, parce que pour créer une dynastie. Et il rejette sa famille pour garder son épouse, en quelque sorte. Ça s'appelle l'amour. Voilà. Lucien exit, il ne pouvait pas être considéré comme un descendant de la dynastie bonapartiste. Il reste Louis. Alors lui, il est à la fois cadet de Joseph et de Lucien et de Napoléon. C'est le 4e de la famille. Voilà. Il a été roi de Hollande pendant quelque temps, mais il s'est pris au jeu. Il n'a pas compris qu'il fallait appliquer la politique de Bonaparte, enfin de Napoléon, parce que là, c'était sous l'Empire. Et ça s'est mal passé avec son grand frère. Il a donc quitté sa couronne. Napoléon a récupéré la Hollande et il est parti vivre en Autriche et en Italie. Et ce Louis avait un petit côté un peu dépressif, un peu mélancolique dans son tempérament. C'était pas du tout un Bonaparte. En fait, Napoléon, en termes de caractère, avait une personne dans la famille à qui il ressemblait beaucoup, c'était sa mère, Laetitia Ramolino. C'était une femme forte, énergique. Et je pense qu'elle et Napoléon, donc son 3e fils, incarne ce caractère, ce tempérament napoléonien. Mais les autres frères, pas du tout. Et c'est le cas notamment de Louis, qui est plutôt dans la mélancolie et dans un aspect un peu dépressif plutôt que dans la conquête politique. Mais Louis a un fils. Et ce fils s'appelle Louis-Napoléon, parce qu'il a pris le prénom de son père et de son oncle. C'est lui qui va devenir l'héritier de la dynastie. Finalement, quand on descend, on tombe sur lui. Il devient l'héritier putatif de la dynastie bonapartiste. D'autant que lui est tout à fait d'accord pour tenter l'aventure. Il veut en découdre et il veut faire valoir ses droits. Et il dira, quand il s'agira en 1848 d'aller aux élections pour faire élire un président de la République, il répondra à Thiers « mon nom suffira ». Et il a raison, parce qu'en tant que Napoléon Bonaparte, enfin que Louis-Napoléon Bonaparte, il fera aux élections présidentielles 74% des voix. Ce qui montre qu'il y avait une souche bonapartiste très forte encore en France. Thiers avait dit on le mènera, on va l'utiliser puis on le mènera. En fait, il n'a pas mené du tout, l'autre est devenu empereur. C'est le Second Empire. Mais enfin, on n'en est pas là. Donc là, j'anticipe un peu. À ce moment-là, il a 24 ans. Il est tout à fait d'accord pour relever le défi et revenir à une dynastie bonapartiste. Autour de lui que vont s'agréger tous les espoirs des bonapartistes. Il a un tempérament fougueux, je l'ai déjà dit. Il va mener plusieurs tentatives de coup d'État contre la monarchie de Juillet. Vous voyez, là, on le voit tout jeune. Là. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça, Napoléon III. Hein. Bon, là, il n'a pas encore les moustaches. Voilà. Il a ce côté adolescent rancunier, on va dire. Hein. Voilà, il est un peu comme ça. Alors, il commence à Strasbourg en 1836, parce que cette ville est restée bonapartiste. Il y a des garnisons, il pense qu'elles vont se soulever si elles le voient apparaître. Il croit beaucoup en sa personne. Je vais apparaître et ils vont crier « Vive l'empereur ». Ça se passe un peu, parce que la première garnison avec le colonel Vaudrey l'acclame « Vive l'empereur », mais les autres garnisons ne veulent pas suivre. Et donc la tentative de soulever Strasbourg et les garnisons se solde quand même par un échec. Et ça se termine par une arrestation. Il se fait arrêter, Louis-Napoléon, sans aucune bataille, pour avoir tenté de soulever la région de Strasbourg. Alors Louis-Philippe, lui, c'est le pas de vague. Hein. Il n'aime pas les histoires. Dans un premier temps, il est toujours indulgent. Il choisit la clémence. Il ne veut pas en faire un martyr. Louis-Napoléon se retrouve exilé à New York. Rien de plus. Où il mène une vie mondaine, où il retrouve d'ailleurs beaucoup d'exilés nostalgiques de l'Empire. Il y a beaucoup de bonapartistes qui sont retrouvés aux Amériques. Voilà. Et de là, il va observer les institutions américaines. Bon, il va avoir une vie mondaine et un peu intellectuelle aussi à New York. Il n'est pas puni ni emprisonné, dans un premier temps, par Louis-Philippe. Mais alors un an plus tard, on est en 1837, là, un an plus tard, oui, en 1837, il apprend que sa maman, c'est la fille de Joséphine. Hortense de Beauharnais est mourante, c'est la fille de Joséphine. Parce qu'elle était assez âgée, Joséphine était plus âgée que Napoléon. Bon. Donc la fille de Joséphine est mourante, il demande l'autorisation à Louis-Philippe de revenir en France pour assister, alors c'est en Italie je crois, mais enfin bon, pour assister au dernier jour de sa maman. Il obtient l'autorisation, Hortense meurt en octobre 1837, et là Napoléon reste dans une propriété familiale près du lac de Constance. Je crois que c'est en Suisse, au nord de la Suisse, le lac de Constance. Donc il reste là.
Louis-Philippe ferme les yeux, bon, en se disant, bon, ben, il va se tenir tranquille, il est chez lui, dans sa maison, etc. Mais en Suisse, Louis-Napoléon mène une vie à la fois studieuse et militaire. On sent que ça le démange, qu'il a envie de revenir à la bagarre. Finalement, comme Louis-Philippe s'inquiète de sa présence parce qu'il a des renseignements, il s'agite, on va dire, dans son coin, Louis-Napoléon, il choisit de quitter Constance pour aller à Londres, où, en 2 ans, il prépare une nouvelle tentative de coup d'État. À Londres, il est plus en sécurité, il recommence. Et l'année 40, là j'anticipe un peu, parce qu'on n'est pas encore arrivé dans l'année 40 au niveau du dossier, c'est la date du retour des cendres de Napoléon aux Invalides. Donc Louis-Philippe s'est organisé pour demander aux Anglais de récupérer les cendres. Quand on dit les cendres, c'est les ossements, puisqu'il n'a pas été incinéré. C'est ce qui reste, la dépouille mortuaire de Napoléon, revient aux Invalides. Ça fait un défilé monstre dans Paris. On a alors, il n'y a pas de photos à l'époque, mais on a des gravures. On voit sous l'Arc de Triomphe, les rues sont totalement envahies par la foule. Il y a 500 000 personnes à une époque où Paris était évalué à 900 000 habitants. Donc il y a presque le tout Paris dans la rue, à ce moment-là. Voilà. Et on amène aux Invalides les restes de Napoléon. Il se dit c'est l'occasion d'intervenir et il s'embarque pour Boulogne le 6 août 1840 avec des fidèles, une soixantaine de fidèles. Il pense qu'à nouveau, à l'occasion de ce retour des cendres, il va soulever encore quelques régiments. Mais ça se passe mal, la troupe ne se rallie pas. Il tente de fuir parce qu'il constate qu'il va se faire attraper et là il est capturé ainsi que ses compagnons. Mais cette fois-ci, Louis-Philippe est beaucoup moins indulgent. Le 6 octobre 1840, il est jugé par la Chambre des Pairs, Louis-Napoléon, la Chambre des Pairs qui siège au Palais du Luxembourg, comme aujourd'hui le Sénat, c'est les ancêtres du Sénat, et il est condamné à l'emprisonnement à vie au fort de Ham. Et c'est dans ce fort, il aura du temps, qu'il va écrire son fameux ouvrage d'extinction du paupérisme, parce que ça montre que dans le bonapartisme, il y a quelque part une fibre sociale beaucoup plus évidente chez Napoléon III que chez Napoléon Ier. Parce que Napoléon III est un Saint-Simonien. On parlera plus tard des courants philosophiques et de l'influence de Saint-Simon. Saint-Simon, c'était un anti-Karl Marx, puisque Saint-Simon disait que le bonheur de l'humanité ne pouvait arriver que par la science, l'industrie et le capitalisme. Saint-Simon, il est du début du 19e, il est très ancien Saint-Simon. Hein. Alors que Marx dit le contraire, c'est par l'extinction du capitalisme qu'on va arriver à la société socialiste. Donc c'est deux hypothèses opposées. Et Louis-Napoléon est un Saint-Simonien. Ils sont persuadés que par le développement technique, vous savez, les grandes expositions à Paris qu'il y a eu sous l'ère victorienne avec Napoléon III et tout, c'était l'émerveillement devant le miracle de l'industrie et de la technique. Et on pensait qu'avec ces révolutions techniciennes, le bonheur de l'humanité était envisageable. Voilà la grande utopie saint-simonienne. Bon. Ça demandait aussi une organisation politique. Saint-Simon, c'est plus compliqué que ça. Michel pourra en parler parce que tu es un peu ta partie. Si tu veux en dire un mot. Le développement de cet appel au progrès industriel, scientifique, ce sera celui du positivisme, oui. Mais qui effectivement s'inspire voilà. Qui a été le secrétaire de Saint-Simon. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. Mais c'est vraiment le courant positiviste qui va en faire une puissance de développement en Europe et partout dans le monde d'ailleurs. On va en parler, c'est très intéressant. Oui. Tout à fait. Alors, il se retrouve au fort de Ham. Et c'est la fin provisoire de l'épopée, du retour de Louis-Napoléon. On en reparlera un peu plus tard, quand il va revenir aux affaires, mais là on sera déjà sous la Seconde République. On passe aux Républicains. Alors les Républicains, ils avaient déjà donné, puisque c'était eux qui avaient déjà organisé l'émeute de juin 1832, à l'occasion des funérailles du général Lamarque. Lamarque, c'était un général qui était le seul qui avait dit, à l'époque où il y avait eu la révolte des Canuts, qu'il fallait prendre en compte les revendications sociales. Il avait une fibre sociale, Lamarque. C'est un précurseur, parce qu'à l'époque, personne n'a ce discours. On ne comprend pas pourquoi les ouvriers se révoltent. Voilà. Alors, à l'anniversaire des funérailles de Lamarque, en juin 1833, des militants républicains qu'on va bientôt appeler socialistes vont créer la Société des droits de l'homme.
Avec 4000 adhérents, c'est une société qui évoque le retour, les droits de l'homme, c'est-à-dire la mise en place concrète de la Déclaration des droits de l'homme. Alors parmi eux, il y a des noms qui vont devenir célèbres, Barbès, Blanqui, Raspail, Louis Blanc. Louis Blanc, c'est presque un historien du socialisme français. Voilà. Alors, je ne développe pas parce qu'on va en parler de tous ces gens-là. Ça va être un peu le foisonnement des idées bientôt, donc ça va venir. Blanqui, on appelait l'enfermé. Blanqui, c'est un homme qui était toujours tellement en colère, tellement révolté, qu'il s'est toujours retrouvé en prison. Et on va l'appeler l'enfermé parce qu'il a passé plus de temps en prison qu'en liberté. Blanqui. On verra sa photo plus tard. Pour l'instant, je ne veux pas dévoiler tout ça. Alors, ce sont des intellectuels, tous ces hommes-là. C'est des penseurs, c'est des militants qui, voilà, médecins, botanistes, historiens, journalistes. Voilà. Ce sont les précurseurs du socialisme à la française, si on veut résumer un peu les choses. Un nouveau mouvement révolutionnaire, finalement, s'implante en France, qui va vite évoluer de la République au socialisme. Parce que quand on va se rendre compte que la République est avant tout répressive, parce que c'est ça, la République, c'est l'ordre bourgeois, et qu'on utilise l'armée et la police pour contrer le mouvement ouvrier, ça va forcément amener beaucoup de militants à dire c'est pas la République ça va aller au-delà de la République, et au-delà de la République, on a le socialisme. Si je simplifie beaucoup l'évolution des idées. Ces militants révolutionnaires créent un journal qui s'appelle La Tribune, et ils réclament le suffrage universel. C'est là qu'on va commencer à en parler beaucoup, du suffrage universel, c'est-à-dire tout le monde vote, le peuple vote, et pas seulement les riches. Ils réclament l'indemnité parlementaire pour permettre aux pauvres d'être députés. Parce que si on ne donne pas une indemnité aux députés, si vous n'êtes pas riche, vous ne pouvez pas être député. Il faut pouvoir vivre. Indemnité parlementaire, c'était à l'époque considéré comme une revendication très démocratique. Évidemment, une instruction primaire gratuite. Ça va revenir ensuite avec Jules Ferry. La liberté d'association, ça c'est la plus ancienne des revendications, ainsi que la liberté de presse. Et l'impôt progressif, c'est-à-dire les riches payent plus cher et les pauvres sont exonérés d'impôts. Là, on arrive aussi à cette idée d'impôt sur le revenu. Mais ces républicains sont aussi jacobins. Et le jacobinisme, c'est pas que... Alors, dans le jacobinisme, il y a la partie robespierriste de la passion de l'égalité et rousseauiste, qui avait donné sous le directoire le fameux Gracchus Babeuf, qui d'ailleurs est guillotiné, qui avait créé la conspiration des égaux, la passion de l'égalité rousseauiste, qui crée des révolutionnaires. Mais dans le jacobinisme, il y a aussi la notion d'un État fort et centralisé. C'est le contraire des Girondins, les Jacobins. Et en tant que Jacobins, ils sont partisans des fonctions régaliennes incarnées par l'État et d'une manière forte. Et à ce titre, alors ça paraît un peu bizarre, ils réclament qu'on annexe, alors pour les républicains ça fait drôle, la rive gauche du Rhin, parce qu'ils considèrent que la Rhénanie, le Palatinat et la Sarre, qui correspondent aux frontières naturelles de la France, parce que le Rhin passe juste au-dessus, étaient un acquis révolutionnaire et que donc il faut y revenir. Donc vous voyez, je dirais presque qu'il y a une dimension impérialiste dans le jacobinisme républicain. C'est contradictoire. Voilà les opposants au régime de Louis-Philippe. Et Louis-Philippe va avoir beaucoup de mal. Alors même si ces oppositions vont être annihilées et dominées, donc maîtrisées pendant un certain temps, c'est pas pour autant que la monarchie de Juillet va avoir des jours faciles. Après Casimir Perier, pendant un temps assez court, Louis-Philippe avait dirigé lui-même son gouvernement pendant quelques mois, parce que Louis-Philippe voulait exercer un vrai pouvoir royal. Il n'était pas d'accord sur la conception de tiers, c'était le gouvernement gouverne et le roi règne. C'est-à-dire on le met sur un trône et puis il ne nous embête plus. Louis-Philippe voulait intervenir sur la politique de la France. Il n'y a pas eu de Premier ministre pendant un certain temps, après la mort de Casimir Perier, une courte période. On a appelé ça le ministère du roi. Et finalement, il a demandé à Nicolas Jean-Dieu de Soult, le dernier grand maréchal d'Empire, de devenir Premier ministre. Et Soult était d'accord. Mais Soult est à la fois un homme d'autorité, c'est un militaire, c'est pas un politique. Il ne veut pas devenir roi à la place du roi. Quelque part, il a envie de servir la France et il est très très fidèle à Louis-Philippe. Il a tendance à rassurer Louis-Philippe à la fois par sa fidélité, par son autorité. Et donc, Louis-Philippe, après Casimir Perier, pense que Soult est le meilleur candidat pour être président du Conseil. Et Soult va s'adjoindre 3 personnages qui vont faire
la vie politique de la monarchie de Juillet, Victor de Breuil, Adolphe Thiers et François Guizot. Ces trois-là, peu de choses les séparent, et pourtant ils vont se faire la guerre entre eux. Parce que là, les ambitions personnelles vont prendre le pas sur les différences politiques. Hein, voilà. C'est tout le temps comme ça. C'est éternel. L'éternel problème. On va vers un ministère conservateur, et ce ministère conservateur ne gêne pas du tout Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, qui fait partie de la gauche libérale, on va voir qu'il est dans le parti du mouvement, et libéral et réformiste quand il est dans l'opposition, et il devient conservateur quand il est au pouvoir. Thiers, c'est un personnage très... Mais ça n'empêche pas d'être brillant et d'être un vrai homme d'État. Il va être d'ailleurs salué par Chateaubriand. Voilà. Et va arriver sur ces entrefaits la deuxième révolte des Canuts. 3 ans après, la première c'était 1831. On a vu que ça a été réglé dans un bain de sang. Les Canuts, alors Canut ça vient de cannelle. La cannelle c'était une petite canne en roseau qui servait à tisser la soie, j'en sais pas plus. C'est l'origine du nom Canut. Voilà. Ils étaient révoltés, les Canuts, c'est pas des ouvriers révolutionnaires victimes du capitalisme, c'est pas dans l'industrie, c'est des petits artisans qui travaillent chez eux. On l'avait vu la dernière fois, ça, que leur métier à tisser la soie dans leur maison, et c'est des artisans, voilà. Et qui vivent de ce qu'on leur donne pour la soie qu'ils produisent. Sauf que les négociants qui ont affaire à la concurrence anglaise font baisser les prix. Et les Canuts mondains ne peuvent plus vivre. Et c'est comme ça qu'ils se révoltent. C'est une révolte, je dirais, de survie du petit commerce, hein, du survie d'artisanat. Ce n'est pas une révolte révolutionnaire d'égalité ouvrière. Voilà, on est vraiment dans une configuration tout à fait corporatiste. Et Soult avait dit que ça ne concernait pas l'État. Le problème de la concurrence des prix ne concernait pas l'État. Donc il y avait une vision très libérale au niveau économique. L'État ne voulait pas se mêler de la concurrence des prix entre Anglais et Français. Le conflit entre négociants et producteurs n'intéressait pas l'État. Comme ils n'ont pas voulu s'en mêler, rien n'a changé. Les prix sont restés les mêmes. Et les Canuts se sont organisés en petites sociétés de secours mutuels. Ils ont créé eux-mêmes leur caisse de solidarité pour faire face à la maladie, faire face à l'accident, au vieillissement, parce qu'il leur fallait quand même... Ils travaillaient 14 à 16 heures par semaine, donc il y avait un vrai problème Par jour, oui. Pardon. Par jour. 14 à 16 heures par jour. Aujourd'hui, ce serait par semaine, oui. Non, c'est par jour. Par jour à l'époque. Et donc, ils créent leur propre caisse de secours mutuel pour avoir de quoi survivre en cas d'accident de la vie, comme on dit. Mais alors, là, il y a une grande maladresse du gouvernement de Louis-Philippe. Il commence à s'inquiéter de cette organisation sociale, que ces sociétés deviennent l'outil d'une nouvelle révolte, et une loi, les lois d'avril 1834, restreignent le droit d'association à 20 membres. Ce qui veut dire que les sociétés de secours mutuel devenaient illégales, puisqu'il y avait des centaines de membres, voire des milliers de membres, puisqu'il fallait beaucoup de gens pour cotiser, pour faire des caisses de prévoyance. Ça crée évidemment une colère. Les ouvriers ont l'impression qu'on les atteint directement de leur caisse de solidarité et à nouveau ils descendent dans la rue. Ça veut dire que non seulement on ne veut pas s'occuper de la négociation des prix avec les négociants et en l'occurrence la concurrence anglaise, mais qu'en plus on les empêche entre eux de faire des caisses de solidarité. C'est quand même un peu violent comme démarche politique. On pouvait très bien leur dire débrouillez-vous. Hein, bon, voilà. Ça crée la deuxième révolte des Canuts, qui commence à Lyon, hein, comme toujours. À nouveau, le quartier du centre à Lyon, de la Croix-Rousse, de la Guillotière, sont investis, les barricades sont érigées dans la rue, les ouvriers veulent défendre leurs petits acquis hein, liés à la solidarité. Le général Aymar, commandant la place militaire de Lyon, applique les ordres de Soult et de Thiers. Donc Soult est Premier ministre, Thiers est ministre de l'Intérieur. Et Thiers était déjà surnommé le fossoyeur des libertés. Donc il avait déjà une réputation de conservateur brutal. Le mot d'ordre, c'est écraser la rébellion. On ne discute pas, on tire. L'armée encercle la ville. Du 9 au 15 avril, des combats de rue éclatent. Les soldats prennent possession du centre-ville, maison par maison. Le bilan est de 300 à 600 morts. Il y a 1500 arrestations à Lyon et 10 000 à l'échelle nationale, parce que ça s'est reproduit dans d'autres villes. Et à la fin des émeutes, 1600 émeutiers passeront au jugement.
Et ce n'était pas les travaux d'intérêt généraux à l'époque, les jugements. C'était, on va le voir tout à l'heure, exil en Guyane, exil en Algérie, bagne à vie. Enfin, ça rigolait pas. Hein. Pour ceux qui ont vu Papillon, on se souvient des sanctions de l'époque. Hein, voilà. Dans le reste de la France, d'autres soulèvements pour raisons sociales, qui est en fait le refus de la misère. On se souvient que les canuts disaient qu'il fallait vivre en travaillant ou mourir en combattant. C'était beau comme formule. Ça résumait exactement leur philosophie. Toujours pour raisons sociales, le refus de la misère. À Paris, Saint-Étienne, Grenoble, Marseille éclatent aussi des insurrections. Et c'est une véritable guerre urbaine qui va se développer à ce moment-là en France et notamment à Paris. Alors là, on arrive sur Paris, parce qu'il va y avoir le massacre de la rue Trans-Nonain, et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas du tout à Lyon, c'est à Paris. Moi, j'ai longtemps fait la confusion, je croyais que c'était à Lyon. Puis en relisant, j'ai dit, mais non, c'est forcément à Paris. C'est près du quartier Beaubourg, parce que les Parisiens, à nouveau, prennent les armes. Et le quartier de Saint-Méry, c'est au sud du boulevard Sébastopol, c'est sur la rive droite. Donc c'est au nord de la Seine. C'est un quartier qui a disparu parce que les boulevards haussmanniens ont à peu près rasé cette partie-là. C'est que des petites ruelles et des très vieilles maisons. Les mystères de Paris, ça se passait là. On va voir aussi cette partie de la littérature de l'époque. Les quartiers sont encerclés, l'armée quadrille les rues, et puis bon voilà, on rétablit l'ordre. Et dans une maison de la rue Trans-Nonain, des coups de fusil sont tirés. On ne sait pas par qui, on ne sait pas combien. L'armée apprend que des coups de fusil ont été tirés de telle maison. Que fait l'armée? Ils rentrent dans la maison, ils investissent la maison et ils tuent tout le monde. Les femmes, les vieillards, les enfants. Donc c'est une répression épouvantable qui va être symbolique d'ailleurs de la répression de la monarchie de Juillet. Et cette rue Trans-Nonain va être célébrée et célèbre par un peintre Honoré Daumier qui est un lithographe et qui a fait ce tableau-là, qui a eu un retentissement énorme à l'époque pour tous ceux qui l'ont vu. On voit que dans leur sommeil, des gens ont été tués dans leur lit. Un enfant dessous est mort aussi, un vieillard ici, vous voyez. Là peut-être une femme, je ne sais pas. C'est un épouvantable massacre de gens qui dormaient dans leur maison. Le massacre de la rue Trans-Nonain. Et le Trans-Nonain est le surnom qu'on va donner à Thiers, puisqu'en plus il était très petit de taille. On l'appelait le Trans-Nonain par jeu de mots, mais un jeu de mots tragique, parce que ça fait quand même référence à ce massacre. Voilà. La lithographie de Daumier est finalement ce qui reste le plus fort de cette période. C'est Thiers qui a fait charger. Et Thiers était à l'époque ministre de l'Intérieur. Ensuite, les procès arrivent, puisque l'année 34, c'est la répression, l'année 35, c'est les procès. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg comme un tribunal. 1600 accusés sont déférés devant le tribunal. Ce sont les pairs de France, hein, les sénateurs à l'époque. C'est les pairs, donc quand même la noblesse qui juge les émeutiers. Les peines sont les suivantes. Condamnation à mort, qui vont être commuées en détention perpétuelle. On hésite quand même à reproduire ce qu'a fait la terreur, sauf dans des cas exceptionnels. Donc la condamnation à mort est prononcée, elle est commuée en détention perpétuelle, très, très, très souvent. Travaux forcés au bagne, déportation en Algérie ou en Guyane. Et d'ailleurs, beaucoup de pieds noirs diront que les origines, ce sont des déportés de la monarchie de Juillet, ensuite de 48, ensuite du Second Empire, qui ont été déportés en Algérie. Souvent des militants socialistes qu'on va accuser d'être des colons ensuite en Algérie. C'est le monde à l'envers, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi la prison, tout simplement, pour certains autres. Des représentants de la Société des droits de l'homme, Vincent Raspail et Auguste Blanqui, iront en prison. Et on voit que cette répression va se reproduire en 1830, 32, 34. Ça illustre quand même le régime de la monarchie de Juillet qui, au départ, se voulait un régime consensuel et de concessions réciproques. Louis-Philippe décide de dissoudre la Chambre pour avoir une majorité qui puisse permettre de gouverner. On va arriver aux élections de 1834, parce que les élections précédentes, c'était juillet 1830. Avant les Trois Glorieuses, avant donc la chute de la Restauration, il y avait eu des élections. Et ces élections avaient donné, Polignac était tellement impopulaire que la droite ultra-royaliste avait fait 51% des voix, et la gauche libérale 49%. Donc c'était pratiquement moitié-moitié. Donc cette chambre était très libérale, et Louis-Philippe considérait qu'il fallait une chambre plus conservatrice, qui dissout cette chambre-là, qui avait déjà 4 ans d'âge. De nouvelles élections ont lieu les 21 avril et 5 mai 1834. Alors là, le Parti de la Résistance fait un score beaucoup plus fort, avec 73% des voix.
Évidemment, les émeutes dans un système censitaire, les émeutes ouvrières dans la rue, ça favorise toujours le parti de l'ordre. Ça, c'est une constante. Même en mai 68, ça s'est passé comme ça. Un nouveau gouvernement va être mis en place. Soult, cette fois-ci, va se retrouver président du Conseil ministre de la Guerre, Thiers à l'intérieur, De Broglie aux Affaires étrangères, François Guizot aux Affaires publiques. Bon, là, on garde à peu près les mêmes, mais ils sont dans une configuration où ils ont une chambre beaucoup plus favorable à leur politique. Alors, vous voyez, Thiers, c'est quand même paradoxal. Il est soi-disant classé ici au parti du mouvement, donc la gauche libérale, et il est dans le gouvernement qui est donc un gouvernement du parti de la résistance, avec De Broglie, Guizot et Soult qui sont les personnages emblématiques de ce mouvement. Un nouveau parti, le tiers parti, va émerger ici, avec 11%. On le voit ici, c'est un parti centriste, qui préfigure un peu ce que sera au XXe siècle le parti radical. Il y a un parti centriste qui va un coup voter vers la gauche, un coup vers la droite, et qui essaye d'exister entre le mano à mano, la Thiers d'un côté et Guizot de l'autre, qui écrasait un peu les débats. C'était les deux hommes brillants de l'époque, c'était Thiers et puis brillant et énergique. De toute façon, c'était pas des tendres. Donc Guizot et Thiers, alors au milieu, ils essayent d'exister mais en fait, ils ont un programme politique qui est difficile à définir. Le tiers parti émerge, nouvelle composante du parti du mouvement, favorable à la monarchie. Ils se reconnaissent en Louis-Philippe. Ils ont des revendications modérées comme l'abaissement du cens pour élargir le corps électoral. Bon, c'est pas très emblématique comme... voilà, ils veulent surtout exister politiquement. Le procès monstre des agitateurs républicains révèle tout de même un homme, un jeune avocat qui se fait remarquer par son talent, c'est Alexandre Ledru-Rollin, qu'on retrouvera dans la Seconde République, qui jouera un rôle important et qui incarnera ce que deviendront plus tard les radicaux de gauche, je crois, Ledru-Rollin. Enfin, moi, je l'ai toujours vécu un peu comme ça. C'est pas vraiment un socialiste, mais c'est un républicain de gauche. Voilà. Et là, maintenant, c'est le duc de Broglie que va choisir Louis-Philippe, parce que le duc de Broglie, c'est exactement le personnage qu'aime Louis-Philippe. On le voit ici, c'est le gendre idéal. C'est un monsieur calme, pondéré, cultivé, poli, modéré, Victor de Broglie. Son père a été guillotiné en 1994. Pour autant, ce n'est pas un ultra-royaliste. Il est partisan de la charte de la Restauration. Il cherche un équilibre entre monarchie et liberté publique. Pour Louis-Philippe, c'est l'homme idéal. Voilà. Il va faire une carrière politique assez longue, mais finalement, il ne va pas marquer son époque. Ce n'est pas ce genre d'hommes qui sont, comment dire, dans le consensus et dans la modération qui finalement font l'histoire, quoi, malheureusement. Ils sont tièdes. Et il finira à l'Académie française, c'est son vrai destin, parce que c'est un littéraire, un amoureux de la littérature. Après avoir été président du Conseil, où ça va mal se passer parce que il va entendre voler les balles autour de lui, et puis finalement, lui, il voulait qu'il fasse il n'a pas l'ambition personnelle pour mener un combat. À l'Académie française, il va être beaucoup plus heureux parmi les académiciens à parler de littérature. Alors, De Broglie va tout de même chercher à rassurer les milieux d'affaires. Il fallait qu'ils aient confiance dans le régime pour qu'il y ait de l'argent, pour qu'il y ait des investissements, etc. Il incarne une politique de résistance, mais dans un souci d'apaisement. Alors, c'est toujours le même mot, il vise à la stabilité intérieure. Ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui aussi. La stabilité. Mais la stabilité, pourquoi faire ? Si les gens sont mécontents, que voulez-vous qu'ils fassent de la stabilité ? Donc, la stabilité en soi est un mot vide. C'est les gens placés qui veulent la stabilité, que rien ne bouge, mais les autres, voilà. C'est un mot un peu vain, je trouve, et en tout cas, De Broglie incarne tout à fait la prudence de Louis-Philippe. Et cette prudence, finalement, n'était pas la meilleure solution pour régler le problème de la monarchie de Juillet. Les événements politiques auront raison de ces bonnes intentions. Ce qui va faire chuter le gouvernement de Victor de Broglie, c'est à nouveau un assassinat, comme, rappelez-vous, sous la Restauration, l'assassinat du duc de Berry, en 1820, avait marqué le virage à droite de la Restauration vers un régime beaucoup plus autoritaire que les volontés initiales de Louis XVIII. Là, c'est un peu pareil. Louis-Philippe organise une belle cérémonie, un défilé commémoratif à l'occasion de l'anniversaire des Trois Glorieuses, 5 ans après. Et à cette occasion, une machine infernale va exploser, faisant 18 morts, dont des généraux et beaucoup de gens parmi le public. Et c'est l'œuvre d'un Giuseppe Fieschi. Alors, je ne sais pas si c'était un homme seul ou non. Il faut faire une enquête. Ancien officier napoléonien qui voulait tuer Louis-Philippe. Fieschi va se retrouver guillotiné
le 19 février 1836. Et comme pour l'assassinat du duc de Berry, cet attentat va provoquer un choc national qui va occasionner des mesures répressives. On va mettre en place les lois de septembre 1835. Les délits de presse vont être sanctionnés, les attaques contre la monarchie vont être sanctionnées, les offenses au roi vont être sanctionnées plus sévèrement. C'est-à-dire maintenant on arrête. Évidemment, il s'ensuit des tensions avec les députés libéraux. Et Thiers, qui à ce moment-là est chef du parti du mouvement, mu par ses ambitions, dénonce. Thiers dénonce le caractère répressif des lois de septembre. Il a du culot quand même. Il vient de massacrer les gens à la rue Transnonain et maintenant il dénonce le caractère répressif des lois de septembre. Ça, c'est de la politique. Hein. C'est un vrai politique. Un vrai politique. Thiers est tellement vindicatif parce que c'est un bon orateur. Il mesure 1m60, mais c'est un bon orateur. De Broglie, qui en a assez, parce que De Broglie, lui, c'est pas son truc, il finit par démissionner le 22 février 1936. Et Louis-Philippe est dans une impasse politique parce qu'il ne sait plus qui choisir. Après Soult, il a perdu Casimir Perrier, Soult ne veut plus et De Broglie démissionne. À ce moment-là, Louis-Philippe croit judicieux de faire un geste vers la gauche. Il nomme Thiers chef de son gouvernement. Thiers est un libéral tout en énergie. Son énergie fait qu'il est accepté par la droite qui souhaite un régime conservateur. Et l'aspect libéral, dans l'esprit de Louis-Philippe, va apaiser la partie gauche de son Parlement. On va faire la pause ici. On verra tout à l'heure ce que ce jeune Thiers est ou va devenir. C'est la tentative de Louis-Philippe de faire un geste vers les libéraux pour trouver un apaisement aux tensions politiques du régime. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la pause maintenant? Oui, c'est bien. Oui? Unanimité, Pierre? Allez, on fait la pause. C'est une conférence démocratique.